Bonjour à tous, merci de votre présence et merci à la Bibliothèque de Lettres, Langues et Sciences Humaines de nous accueillir aujourd'hui. Donc la conférence sur l'économie sociale et solidaire va débuter. Dans un premier temps, on va bien sûr définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, puis la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donnera donc la définition. Ensuite, vous aurez par l'APEC un panorama national des débouchés des métiers de l'économie sociale et solidaire. Au niveau régional, par la CRES. Et puis ensuite, 3 témoins que je laisserai se présenter. 3 salariés de l'économie sociale et solidaire vous parleront de leur métier et de leur cadre de travail. Vous aurez l'occasion de poser des questions. On laissera des temps, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, en dernière partie, nos conseillères d'orientation psychologues vous feront un panorama des formations qui existent en lien avec l'économie sociale et solidaire. Je vais laisser la parole, du coup, à Jean-Baptiste Réblé de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Réblé, chargé de mission formation sensibilisation à l'économie sociale et solidaire à la CRES, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Donc mes missions principales, c'est d'intervenir notamment auprès des jeunes pour présenter l'économie sociale et solidaire et notamment à l'université. Donc je vais commencer donc, ce petit temps de conférence par vous représenter très rapidement ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'était le programme des quelques chiffres qu'on va vous présenter. Donc l'économie sociale et solidaire, elle est définie dans une loi du 31 juillet 2014 qui a été votée. Donc une loi qui a pour but de définir légalement ce qu'est l'économie sociale et solidaire et aussi qui a pour but de la faire changer d'échelle, donc faire en sorte qu'elle pèse un peu plus voilà, dans l'économie globale. Donc ça, vous comprendrez quand on vous présentera les chiffres. Donc cette loi, elle dit, donc d'après son article 1, qui donne la définition légale de l'ESS, parce que jusqu'avant, l'économie sociale et solidaire existait, mais il n'y avait pas de définition, il n'y avait pas une vraie reconnaissance de l'État. Donc là, l'article 1 de la loi sur l'économie sociale et solidaire, elle dit que l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Donc ça, on verra dans les exemples que je vais vous donner, que vous avez de l'ESS un peu partout finalement, auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Donc là, c'est les 3 principes fondateurs des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc toutes les structures de l'ESS, elles ont un but autre que le seul partage des bénéfices. Voilà, l'argent est plus un moyen et n'est pas une fin dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Elles ont tous des principes de gouvernance démocratique. Donc quand on dit gouvernance démocratique, c'est une personne égale à une voix au sein des projets, donc qui est au contraire peut-être aux grandes entreprises, donc qui sont dites capitalistiques et basées sur l'actionnariat, où plus vous avez d'actions, plus vous avez de voix dans la prise de décision sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Vous avez 1% des actions, vous avez 1% des voix, vous avez 20% des actions, vous avez 1% des voix, vous avez plus de 50% des actions, vous êtes actionnaire majoritaire, vous pouvez prendre les décisions seul si vous le souhaitez. Dans l'économie sociale et solidaire, chaque personne a une voix, quel que soit l'apport en capital, quel que soit l'argent que l'on peut donner à la structure initiale, vous avez toujours une voix dans la prise de décision. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc c'est le deuxième grand principe de l'économie sociale et solidaire. Et le dernier, c'est le principe de lucrativité encadrée. Donc lucrativité, c'est rediriger une part des bénéfices vers des propriétaires, vers des personnes en particulier dans l'entreprise. Donc certaines structures de l'ESS que vous connaissez, que je vais vous présenter juste après, sont à but non lucratif. Et on parle de lucrativité encadrée dans le cas des coopératives, donc, où il y a une possibilité de rémunérer des salariés, des associés, mais dans une part voilà, très réduite et très encadrée justement. Donc voilà, 3 grands principes, un but autre que le partage des bénéfices, la gouvernance démocratique et une lucrativité encadrée. Donc on retrouve dans les structures de l'ESS toutes les associations, donc vous voyez, vous connaissez des structures de l'ESS, toutes les coopératives, les mutuelles de santé et les mutuelles d'assurance qui fonctionnent aussi avec ces principes-là, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Donc ça, c'est la loi qui le définit. Donc société commerciale de l'ESS, c'est
vous, si vous créez une SA, SARL, que vous retrouvez beaucoup dans les principes que je viens d'énoncer, vous pouvez être reconnu d'économie sociale et solidaire auprès du tribunal de commerce si vous inscrivez les 3 principes fondateurs que je viens d'énoncer dans vos statuts, et bien sûr qu'ils sont effectifs. Donc vous devez vous donner une utilité sociale, vous donner des règles d'affectation de vos bénéfices, et vous pouvez être reconnu d'économie sociale et solidaire. Il y en a encore très peu en région, mais voilà, sachez que c'est possible depuis avec la loi. Donc pour vous citer d'autres exemples de structures de l'ESS dans votre quotidien, donc vous avez l'exemple des entreprises d'insertion du bâtiment. Entreprises d'insertion, c'est des structures qui embauchent des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain temps. Donc voilà, là ici l'exemple c'est une entreprise d'insertion du bâtiment, des établissements médico-sociaux qui sont gérés par des associations, vous avez des maisons de retraite qui sont gérées par des associations par exemple, vous avez les coopératives agricoles dont vous avez déjà dû entendre parler, le bus scolaire donc, qui peut être assuré par une mutuelle d'assurance, le commerce équitable qui peut être sous forme de SCOP, par exemple les biocop, vous avez déjà dû entendre parler, donc sous forme de coopérative d'achat, les coopératives d'artisans donc qui sont des entreprises un peu possédées par leurs salariés, etc. Les crèches parentales associatives, qui sont des crèches gérées par les parents sous forme d'association. Les régies de quartier, les services aux personnes qui peut être fait par des aides à domicile, enfin des associations d'aide à domicile. Des banques coopératives aussi, où vous êtes client sociétaire, peut-être vous en connaissez. Les opticiens mutualistes, qui sont des boutiques d'opticiens gérées par des mutuelles de santé. Les entreprises financées par une cigale, donc sous forme d'épargne solidaire, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dedans. Les associations de quartier, type centres sociaux, MRJC, donc pour mettre des animations dans vos quartiers ou en milieu rural. Voilà, ou encore des villages vacances en SIC qui sont un statut coopératif. Enfin, tout ça pour dire que l'ESS est vraiment partout dans votre quotidien et que vous avez déjà été confronté à une structure de l'ESS, une association ou une mutuelle de santé. Voilà. Donc je passe la parole maintenant à Monsieur Fumard donc, pour vous présenter un petit peu les chiffres sur cette économie à l'échelle nationale. Merci, bonsoir. Donc Anthony Fumard de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Donc on est un organisme qui est partie prenante active de l'économie sociale et solidaire, puisque on est paritaire, donc avec une gouvernance là qui vient de passer côté MEDEF, mais qui était depuis 2 ans CFE-CGC et qui alterne tous les 2 ans depuis plus de 40 ans maintenant, 50 ans pardon, 50 ans l'APEC. On est financé par des cotisations de tous et vous avez la possibilité par différentes voies d'entrer dans la gouvernance de l'APEC. On ne fait pas de bénéfices et tous nos services sont d'intérêt général puisqu'on est gouverné par un accord national interprofessionnel et un mandat de service public qui vient d'être renouvelé et qui nous donne 4 missions. Une première mission qui est le conseil en évolution professionnelle, donc la gestion de carrière, l'insertion professionnelle et l'aide auprès des demandeurs d'emploi cadre. Une seconde mission en effet miroir côté des entreprises pour accompagner notamment les petites entreprises dans leur recrutement de cadres, dans la gestion des compétences au sens large. Et puis on a 2 autres activités dans ce cadre qui sont le premier, le site apec.fr, que vous connaissez certainement si vous avez l'habitude de regarder le marché de l'emploi. Et puis un département études et recherches qui analyse par secteur, par fonction, le marché de l'emploi, par région, etc. Donc toutes les données que je vous avance ce soir viennent des études de l'APEC. Et on a depuis 2014 maintenant un partenariat national dans ce domaine où on peut avancer avec des études successives une mise en avant du secteur de l'ESS, notamment durant ce mois de novembre. Alors c'est assez facile en fait, puisque les critères d'évaluation de ce secteur sont très différenciants par rapport au marché en général. Là vous voyez que... Non, vous voyez pas parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. Pouf, pouf. Voilà. Donc vous voyez que quand je vous parle de critères différenciants du secteur de l'ESS par rapport au reste du secteur économique, donc là, le premier élément différenciateur, c'est on a une vraie distinction de type de proportion de l'encadrement par secteur d'activité.
Donc en fait, vous voyez tout de suite les caractéristiques. Alors, on retrouve beaucoup d'activités dans la santé et l'action sociale et la banque et l'assurance qui sont dans l'économie sociale. Si vous prenez des banques mutualistes comme le Crédit Agricole, le Crédit Coopératif, et la Caisse d'épargne, etc., forcément, ils rentrent dans l'économie sociale et ce sont des secteurs d'activité à fort taux d'encadrement. Donc on va retrouver cette part, cette colonne verte plus importante que dans le secteur industriel ou la construction, par exemple. Si les données qui sont projetées dans ce PowerPoint vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans l'étude sur le site APEC ou en passant par votre moteur de recherche, en tapant APEC études ESS, en mettant l'année, et vous aurez tous ces tableaux à votre disposition. Et moult détails d'ailleurs, puisque les études de l'APEC sont toujours très denses. Autre différence notoire sur les types de fonctions occupées. La partie gestion, finance, administration pèse beaucoup plus lourd en moyenne que le poids du secteur privé, pour les mêmes raisons par rapport à la tâche du secteur bancaire. Et vous retrouvez le poids notamment de services support qui ont un sens particulier, je pense, dans ce secteur de l'économie française, qui sont les ressources humaines et la formation. On a compris dans le principe de fonctionnement de l'ESS que la place de l'individu est extrêmement importante, encore plus visible que dans l'économie traditionnelle, et du coup c'est logique de retrouver des fonctions support dans ce domaine qui soient plus valorisées que dans la moyenne des secteurs d'activité de l'économie hors ESS. Encore des chiffres. Alors le premier item, faut que je n'appuie pas sur le bon. Alors, voilà, excusez-moi, les commentaires juste avant, c'était sur ce tableau-là. Je ne vous la refais pas, vous avez compris qu'il y avait plus de ressources humaines, la grande colonne, et plus d'administration et d'économie. Et là, j'en arrivais là, pardon. Je vais prendre tout ça, ça ira. Merci. Et donc, en moyenne, une candidature sur l'emploi cadre, c'est 36 candidatures en moyenne. L'année dernière, c'était 42. On est en train de voir une grande baisse du nombre de candidats par offre, qui est très liée à la relance de l'économie, et en particulier sur l'emploi cadre. L'année dernière, l'emploi cadre, c'est 220 000 postes. On retrouve des volumes de création de postes supérieurs à avant la crise financière de 2007. Enfin. Et donc, après, quand on zoome sur cette moyenne par secteur et fonction, on a plutôt des surprises dans l'ESS où on a beaucoup moins de candidatures en moyenne sur chaque offre. Ça, ce sont des données nationales. Vous pouvez avoir des impacts territoriaux très forts avec, pour certains sujets d'attractivité territoriale, moins de candidats par offre, ce qui peut être le cas en région centre en général. 53% des cadres ont une responsabilité hiérarchique, alors que dans le secteur privé en général, c'est 41%. En fait, on a un glissement dans l'économie. Les entreprises ont besoin de plus en plus de compétences de haut niveau. Donc du coup, la part des managers dans les cadres se réduit de plus en plus. Vous prenez une entreprise d'informatique, l'intégralité des collaborateurs sont cadres, mais il restera toujours un nombre faible de managers. Et on retrouve ce phénomène dans beaucoup d'activités. Là, on voit que dans la part des cadres dans l'économie sociale et solidaire, on a encore beaucoup de managers. On a un gros tiers des entreprises qui emploient moins de 50 salariés, alors que l'économie traditionnelle est plutôt autour de 80%. 84% ont un diplôme égal au moins un bac plus 3, alors qu'en général, dans l'emploi cadre, c'est 25% des gens. C'est plus là où on identifie la promotion interne et les autodidactes. Donc on voit que là, c'est un secteur qui laisse vraiment sa chance à tout à chacun d'avoir un parcours professionnel qui peut être très ascendant, très construit avec les années. 31% considèrent le travail comme une réalisation d'eux-mêmes. Donc là on est à peu près dans la moyenne nationale. On va au travail certes parce qu'on a besoin d'argent, hein, comme disait notre ami Coluche, mais on y attache énormément d'importance sur le sens, et on a un peu plus de femmes que la moyenne dans l'ESS. Merci. Alors parlons un peu salaire. La rémunération moyenne des cadres dans l'ESS est un petit peu plus faible que la moyenne du secteur privé. Je prends la colonne complètement à votre droite. Le salaire moyen d'un cadre dans le secteur privé, c'est 55 000 euros. Alors après, si on prend cette stat hors Paris, on tombe à 48 000 euros.
Donc après, il va falloir regarder plus précisément où sont répartis les jobs de l'économie sociale et solidaire, puisque l'emploi cadre est hyper concentré en Île-de-France. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans l'ESS, je pense que c'est le cas, où il y a une répartition territoriale plus équilibrée. Voilà. On est dans un secteur où la part variable de la rémunération est inférieure à la moyenne. C'est le tableau juste en dessous. Alors pourquoi les jeunes choisissent de s'orienter vers l'ESS après leurs études? En fait, alors vous allez voir les 2 slides suivants, ils sont un petit peu lourds, il faut les lire. En fait, ça vient télescoper des valeurs qui font écho à nos plus jeunes générations. Ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que quand on s'intéresse à la gestion de carrière, nous c'est notre cœur de métier, on s'aperçoit qu'il y a un moment dans la vie professionnelle où on fait un peu le bilan. Alors souvent ça vient au moment de la quarantaine. On se dit bon bah voilà, je passe ma vie au travail, à quoi ça sert, etc. Et on voit beaucoup de gens en milieu de carrière. Donc, alors comme on part de plus en plus tard à la retraite, maintenant c'est plutôt au-delà de 45 ans, où finalement le moteur de la mobilité professionnelle change. Au début de carrière, on change souvent de job pour enchaîner les expériences, prendre des responsabilités. Et puis en deuxième partie de carrière, les mobilités sont beaucoup plus rares. Pour changer de travail, quand on a une famille, qu'on est attaché à sa région et tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est une grande prise de risque. Donc il faut des moteurs de changement qui soient très forts. Et un des moteurs forts, c'est de vouloir s'aligner avec ses valeurs. Donc c'est comme ça qu'on voit beaucoup dans la presse en ce moment, il y a des articles sur des cadres qui lâchent tout pour ouvrir une boulangerie dans leur village d'origine ou des choses comme ça, avec le souhait d'avoir une vie professionnelle qui est alignée avec ce qu'ils ont envie de donner comme sens dans leur quotidien, à leur famille, à leurs enfants. Ce mouvement, en fait, il s'est accéléré avec les générations les plus jeunes et aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes qui, en entretien de recrutement, une fois qu'ils ont compris le principe de fonctionnement de l'entreprise qui les accueille, on a des témoignages de recruteurs qui nous disent j'ai déjà vu des gens refuser le job. Ça peut paraître un peu hallucinant comme ça, mais c'est de plus en plus fréquent. Et du coup, on a en face de nous, recruteurs, des candidats qui recherchent tout de suite cet alignement avec les valeurs que les générations passées ont mis du temps à aller chercher. Et dans l'économie sociale et solidaire, on retrouve énormément de données, un peu de l'ADN, de ce qui motive les individus à aller chercher du sens dans leur activité, à comprendre la finalité. J'aime bien l'expression que l'argent est un moyen et pas une finalité. On voit aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une nouveauté depuis 4-5 ans. D'abord parce que le marché de l'emploi n'offrait pas d'opportunités, donc il fallait créer son job. Et puis finalement, entre aller bosser dans un modèle un peu préconçu qui ne vous correspond pas forcément, et s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est très fort. Et on a cette quote-part, on la retrouve aussi dans le milieu de l'ESS, où on a beaucoup de créateurs de structures qui sont des jeunes. Je vous laisse lire, je ne commande pas. Donc on retrouve on retrouve l'intérêt des jeunes diplômés. Alors la part des universitaires dans les jeunes issus dans les jeunes embauchés dans le secteur de l'ESS est très importante. Peut-être un peu plus que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce quand on est dans l'industrie ou dans les secteurs marchands traditionnels. Mais je pense que c'est pas plus ça le déterminant fort. On a un effet, alors je vais plutôt m'attacher à la deuxième partie de la diapo où on parle des recruteurs. Un recruteur, pour se sécuriser, il cherche toujours le même profil. Un homme, 35 ans, bac plus 5, qui a 10 ans d'expérience dans le secteur et la fonction, qui est mobile, qui parle anglais ou une autre langue étrangère et qui accepte un salaire 10% en dessous du prix du marché. Voilà. Si vous êtes comme ça, vous trouvez un job tout de suite. Et en fait, comme ça ne marche pas côté recruteur, dans 70% des cas, et encore plus maintenant que la météo de l'emploi est meilleure, le profil recruté ne correspond pas du tout à l'offre. Donc du coup, ça laisse une chance à tout le monde de décrocher le job. C'est pour ça que quand vous voyez des offres d'entreprises qui ne correspondent pas à votre profil, il faut quand même rentrer en contact avec ces entreprises. Même si ce n'est pas répondre à l'offre, c'est essayer de travailler votre réseau pour pouvoir être en relation avec elles.
Et du coup, vous avez vu tout à l'heure, on disait qu'il y avait beaucoup moins de candidats sur offre que la moyenne des autres secteurs d'activité. Ben, ça vous donne plus de chances encore d'être visible par les recruteurs. Et vous êtes dans un milieu où on va accepter plus facilement les différences par rapport au parcours professionnel, à l'expérience. Comme c'est un secteur émergent très innovant du point de vue du management, des ressources humaines, mais aussi des secteurs d'activité, ça oblige les recruteurs à être très ouverts sur les profils. Et du coup, vous avez plus de chances d'être impactant dans un processus de recrutement dans le cadre de cette spécificité de l'économie. Je fais bien un petit coup de clic. Voilà, c'est ce que je viens de dire, donc on va passer à la région centre. Voilà. Merci. Merci pour ces premiers chiffres à l'échelle nationale. Du coup, on va zoomer un peu plus cette fois sur la région centre, donc en vous proposant des données issues de l'Observatoire régional d'économie sociale et solidaire, donc qui est porté par ma collègue chargée d'études. Du coup, toutes les données que je vais vous présenter sont des données ici de l'INSEE, donc certaines sont de 2014, certaines de 2015, parce que voilà, on vient juste de recevoir les données de 2015, on n'a pas eu le temps de toutes les traiter. Donc voilà. Alors pour zoomer un peu plus sur l'économie sociale et solidaire en région centre et l'emploi dans l'économie sociale et solidaire en région centre, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 84 000 salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire en région centre, dont soit 10,5% des emplois régionaux, donc ce qui n'est pas rien. Voilà, donc on se situe dans la moyenne nationale, mais on est un petit peu derrière des régions comme la région Bretagne ou la région Pays de la Loire, où là on a plus de 13% des salariés qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Du coup voilà, donc au niveau de cet emploi salarié, il est porté principalement par le secteur associatif en région centre et en France aussi. Donc c'est 74% des emplois de l'ESS sont dans des associations. Donc si vous travaillez dans l'économie sociale et solidaire, vous avez sans doute plus de chances de travailler pour une association. Après ça dépend de votre secteur d'activité, mais voilà, en général. Pour zoomer un peu plus sur la région centre par département, donc là on voit que en termes de nombre, c'est les départements du Loiret et de l'Indre-et-Loire sur lesquels on a plus d'emplois dans l'ESS, mais c'est aussi les deux départements les plus peuplés de la région. Mais si on s'intéresse à la part d'emploi, donc c'est les couleurs, donc les deux départements en rouge qui se démarquent, c'est le département de l'Indre-et-Loire au sud et de l'Indre au sud et de l'Indre-et-Loire au sud-ouest pardon. Donc voilà, avec plus de 11% des emplois. Donc voilà, ça c'est pour voir pour vous si vous venez de ces départements-là. Et donc dans le Loiret, on a à peu près 10% des emplois dans l'ESS, donc c'est un peu inférieur à la moyenne régionale. Donc pour zoomer cette fois-ci par secteur d'activité, donc là on a pris les secteurs d'activité de l'INSEE, donc je ne sais pas si vous voyez bien du coup, mais enfin je vais vous dire ça un petit peu plus en détail. Donc c'est les secteurs d'activité de l'INSEE, donc c'est toujours la répartition des effectifs salariés, donc près de 45% des salariés de l'ESS travaillent dans le domaine de l'action sociale, donc qui est le domaine qui porte le plus d'emplois dans l'économie sociale et solidaire. Donc je reviendrai, enfin du coup dans ce domaine-là, vous pouvez être éducateur spécialisé, voilà, assistante maternelle, enfin vraiment des métiers assez divers, mais dans l'action sociale. Il y a aussi les activités financières et d'assurance qui représentent 15% des emplois de l'économie sociale et solidaire régionale. Donc ça, c'est si vous travaillez dans une banque coopérative, donc crédit mutuel, caisse d'épargne, crédit coopératif, ou dans les mutuelles d'assurance comme la Maïf. Voilà. Vous avez aussi le secteur de l'enseignement qui est très représenté dans l'économie sociale et solidaire, avec presque 12% des emplois qui sont dans l'enseignement. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus pour savoir quel type de métier on a là-dedans. Le soutien aux entreprises aussi qui représente 7,5%. Là pareil, je vais revenir dessus un peu plus tard. Le secteur des sports et loisirs et enfin beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc tout ça pour vous montrer que l'économie sociale et solidaire, c'est pas un secteur d'activité, c'est une économie, vous la retrouvez un petit peu partout. Et quel que soit votre domaine de spécialisation, vous avez toujours possibilité de travailler dans l'ESS, même si c'est quand même plus vrai si vous avez une formation, on va dire, dans le domaine de l'action sociale. Donc un autre graphique que je trouvais intéressant à vous montrer, c'était l'évolution de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire entre 2006 et 2014 en région centre. Donc entre 2006 et 2014, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une crise économique, du coup voilà, avec une hausse du chômage. Et on remarque que l'emploi dans l'économie sociale et solidaire sur cette période, il a quand même plutôt augmenté, même s'il commence à stagner. Voilà, il a augmenté de 6%, donc entre 2006 et 2014, même si là on est plus en phase de stagnation.
alors que dans le même temps, donc l'emploi dans le secteur privé lucratif, donc qui est la courbe grise ici, donc a diminué fortement, donc lié à la crise économique. Donc secteur porteur, comme l'a dit Monsieur Fumard. Donc pour revenir un peu plus sur les métiers de l'ESS, du coup, donc, dans le domaine de l'enseignement, donc on a vu que c'était quand même 12% des emplois de l'ESS, donc on peut se demander mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Donc vous retrouvez les lycées agricoles, donc vous pouvez être enseignant en lycée agricole qui sont souvent structurés sous forme associative, pas tous mais une partie. Vous pouvez être cadre de l'enseignement et de la formation dans une association. Vous pouvez travailler aussi dans une école de musique associative ou une école d'enseignement artistique. Vous pouvez aussi travailler au sein des MFR, maisons familiales rurales, que vous connaissez peut-être, donc voilà, qui sont des structures d'enseignement pour les fils d'agriculteurs initialement, mais plus pour les personnes en difficulté maintenant. Donc voilà, il y a énormément de métiers dans l'enseignement, dans l'économie sociale et solidaire. Dans le secteur du soutien aux entreprises aussi, vous pouvez être différents types de métiers, cadre des services administratifs et financiers, cadre spécialiste de la formation, etc. Donc dans le soutien aux entreprises, ici on évoque les BGE, le réseau France Active, donc Sébastien, un représentant, va vous présenter, qui sont structurés sous forme associative et qui sont des réseaux de soutien aux entreprises si vous avez un projet de création d'entreprise qui peuvent vous accompagner. Et vous pouvez aussi travailler au sein de ces associations. Si vous êtes en STAPS, dans le domaine des sports et des loisirs, vous avez de fortes chances là pour travailler dans l'économie sociale et solidaire, pour travailler au sein d'une association, puisque 80% des établissements employeurs du sport et des loisirs sont dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est principalement des associations, donc c'est des clubs sportifs principalement. Voilà, donc vous pouvez être moniteur d'ateliers sportifs, encadrant, etc. Dans des associations sportives. Dans le secteur des activités financières et d'assurance aussi, c'est principalement, comme je le disais, travailler pour les banques coopératives ou les mutuelles d'assurance. Du coup, donc en gros, vous avez une chance sur 2 de travailler dans l'économie sociale et solidaire si vous travaillez dans le secteur financier d'assurance, puisque 46% des emplois, je crois, dans ce secteur d'activité sont dans les banques coopératives ou dans les mutuelles d'assurance. Donc là, je vous ai présenté 4 secteurs d'activité, mais vous avez aussi des emplois dans l'économie sociale et solidaire, dans les autres secteurs d'activité. Donc je vous en ai mis quelques-uns, mais encore une fois, vous retrouvez les mêmes emplois que dans l'économie classique. Ce qui va être différent, ça va être le projet dans lequel vous allez vous insérer, qui va être soumis aux 3 principes que je vous ai énoncés au début. Voilà, des projets avec des valeurs fortes de démocratie. Vous pourrez sans doute un peu plus participer à la prise de décision. Vous participerez plus à la décision si vous êtes dans une coopérative. Dans une association, vous êtes aussi, en général, en tant que salarié, quand même associé un petit peu à la prise de décision aussi. Donc pour vous, l'argent ne sera pas une fin, mais sera un moyen, etc. Donc c'est travailler dans l'ESS, c'est finalement se révéler à ces valeurs fortes, et c'est aussi avoir un métier qui a du sens, puisqu'on défend certaines valeurs, et le projet associatif défend des tas de choses. Vous connaissez déjà tous les associations. Donc pour zoomer un peu plus maintenant sur les effectifs salariés, donc on avait mené un panorama, notre observatoire, sur le vieillissement des salariés dans l'ESS, donc qui a révélé certaines choses importantes, certains enjeux pour les effectifs salariés de l'ESS. C'est qu'on a plus de 30% des effectifs salariés de l'ESS en région centre qui ont plus de 50 ans. Donc c'est-à-dire des salariés qu'il faut remplacer d'ici 10-15 ans. Donc il y a sans doute des opportunités pour vous, après on va voir plus par secteur d'activité, mais des opportunités d'emploi à saisir. Donc après, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que il y a beaucoup de femmes aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. 66% des salariés sont des femmes, et on remarque du coup que le taux de féminisation entre guillemets augmente avec l'âge. Donc c'est-à-dire, sur ce graphique, on a plus de 20%, si vous voulez, des salariés de l'ESS qui sont des femmes de plus de 50 ans, et on a 30% des effectifs salariés qui ont plus de 50 ans. Donc des enjeux pour renouveler ces emplois-là. Du coup, pour zoomer plus par secteur d'activité, donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le secteur de l'action sociale, donc on a vu qu'il représentait presque 45% des emplois de l'ESS, on a près de 32% des salariés qui ont plus de 50 ans, donc un enjeu aussi fort dans ce secteur d'activité-là pour remplacer toutes ces personnes-là d'ici 10 ou 15 ans.
Surtout voilà, quand on sait qu'on a également un vieillissement de la population, donc on en va avoir encore plus besoin sans doute de ces métiers-là. Donc voilà, sinon il est intéressant aussi de montrer que dans l'enseignement, qui représente 12%, 11%, enfin 12% des emplois, on a aussi près de 35% des personnes qui ont plus de 50 ans, quoi. Donc il y a des postes qui vont se libérer, qu'il faudra remplacer dans l'enseignement agricole, voilà, dans l'enseignement artistique et culturel, sous forme associative principalement. Donc pour zoomer encore un peu plus sur les vieillissements des salariés dans le domaine de l'action sociale médico-sociale, donc on remarque que c'est dans le domaine de l'aide à domicile, donc que vous avez juste ici, où on a 40% des salariés qui ont plus de 50 ans, donc il y a un gros enjeu pour remplacer les salariés dans ce secteur de l'aide à domicile, donc c'est principalement des postes d'aide à domicile, voilà justement. Voilà, il y a aussi dans le domaine de l'accueil des enfants handicapés où on a plus de 36% des effectifs salariés qui ont plus de 50 ans, donc gros enjeu aussi pour remplacer ces personnes-là. Voilà, donc ça c'est pour zoomer un petit peu plus sur le domaine de l'action sociale, donc voilà, je ne sais pas si ça intéresse certaines personnes ici, mais voilà, en tout cas c'est le secteur qui embauche le plus de personnes et un gros enjeu pour remplacer toutes ces personnes-là. Et enfin, donc opportunité d'emploi dans l'ESS, donc ça c'était une étude qui a été menée en 2016, j'ai pas les chiffres 2017, je suis désolé. Donc par famille de l'ESS, donc celles qui pensaient embaucher pour l'année 2016, mais ça donne des tendances qui sont, voilà, qui doivent être proches, je pense, en 2017. On avait 88% d'associations enfin 88% des structures de l'ESS qui étaient des associations qui pensaient embaucher dans l'année en cours. Voilà, donc parmi au niveau des tailles des structures qui pensaient embaucher, c'était plutôt des petites associations, plutôt des moyennes associations, donc qui pensaient embaucher en cours de l'année 2016. Donc voilà, il y a peut-être plus des opportunités à ce niveau-là. Même si c'est les associations qui disent qu'elles ont plus de projets d'embauche au cours de l'année 2016, même si c'est elles qui le disent, elles disent aussi que ce sont elles qui ont le plus de difficultés. Donc là c'est le deuxième graphique. Bon, on voit pas très bien les chiffres, mais elles disent voilà, que 43% de ces associations qui pensent recruter, elles disent aussi qu'elles vont avoir des difficultés à le faire. Donc voilà, ça illustre aussi un petit peu le contexte qui n'est pas forcément simple aussi pour les associations en ce moment. Donc vous avez dû en entendre un petit peu parler de tout ça aussi. Donc voilà, tout ça c'était pour vous représenter un peu quelques chiffres sur l'économie sociale et solidaire en région et à l'échelle nationale. Du coup, je passe la parole à Sébastien Niro. Peut-être que du coup, il y a peut-être des questions, des précisions, des choses que vous vouliez vous faire préciser, des remarques? Non? Du coup, on va passer effectivement la parole à Sébastien Niro, donc directeur de Centre Actif et de l'URSCOP, pour nous présenter son parcours. Bonjour à tous. Je vais effectivement commencer par présenter un peu mon parcours et comment je suis arrivé dans l'ESS, et puis après ce que je fais aujourd'hui, comme ça vous saurez un petit peu. Je suis très content d'être là, je suis orléanais et j'étais étudiant dans cette université, mais un petit peu plus loin là-bas à la fac de droit et d'économie, et j'ai fait 5 ans ici à l'université pour obtenir un bac plus 5 master, enfin à l'époque c'était une maîtrise, mais banque et assurance. Alors le truc c'est que j'ai pas fait des études pour obtenir un métier, j'ai fait des études parce que ça m'intéressait quoi. Donc c'est un peu le problème, c'est que l'économie et la finance, ça m'intéressait, donc j'ai voulu aller voir ce qui se passait là-bas et comment ça marchait, et notamment la finance de marché. Je dis mais qu'est-ce que c'est la bourse, comment ça marche, pourquoi, etc. Et j'ai un peu oublié que les études, ça permettait aussi normalement d'orienter vers un travail, mais ça je m'en suis aperçu assez tard. Donc j'ai fait des études et des stages, et plus j'avançais, plus je faisais des stages qui me rapprochaient de la finance de marché. Donc d'abord ici à la Banque de France, puis après j'ai fait un stage à la compagnie financière de Rothschild, on a entendu parler là il n'y a pas si longtemps. C'est la première fois de notre vie qu'on prend un étudiant d'une université, on a toujours pris des grandes écoles. Pourquoi ils m'ont pris moi, j'en sais rien, mais... Et donc j'étais à la financière de Rothschild pendant 6 mois, à faire de la comptabilité au PCVM, ça vous dit pas grand chose, mais voilà, des choses proches de la finance. Puis après j'étais chez AXA IM, la société d'AXA, et donc j'étais en contact avec des gérants de portefeuille qui géraient, j'étais là sur des appels d'offres. Je devais répondre à des appels d'offres. On avait obtenu l'appel d'offres du fonds de réserve des retraites à l'époque, 100 millions d'euros par AXA, c'était super. Donc j'étais à la Défense là-bas, et je me suis
très vite dit, ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. C'est intéressant, voilà, je comprends, et plus j'avance là-dedans, moins je vois bien que c'est là que je veux travailler. Parce qu'on est devant l'ordinateur toute la journée, et puis il n'y avait que des chiffres, et les équipes étaient sympas, hein, mais c'était le sens, quoi. Qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que ça apporte, etc. Très vite, j'ai senti que c'était pas en lien avec mes valeurs. Donc Anthony l'a dit, c'est plus ou moins vite dans la carrière professionnelle. Moi, ça a été assez vite. Et du coup, j'ai dit non, il faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse autre chose. Et donc, du coup, j'ai essayé la banque traditionnelle, banque de réseau. Je me suis dit, je vais aller travailler en banque. C'est déjà plus proche des gens, plus proche de ça. Donc, je vais dans une banque. J'étais embauché dans plusieurs banques et j'ai choisi celle où j'allais le plus vite, directeur d'agence. Je me suis dit, j'ai un bac plus 5, je vais pas commencer au guichet quand même. Voilà, j'ai fait des études, il faut quand même que j'aille un peu vite dans des responsabilités. Donc, j'étais dans une banque. Au bout d'un an, j'étais directeur d'agence. Je connaissais rien, quoi. Rien du tout, je me laissais enfermer dans le distributeur habillé, enfin voilà, j'ai été braqué aussi, enfin pas moi, mais la collègue a été braquée, alors pas avec une arme, mais quand même, voilà. Et moi je connaissais rien, j'arrivais directeur d'agence au bout d'un an, vous connaissez rien dans la banque, enfin au bout d'un an. Et donc ça c'était chaud, quoi. C'était chaud parce qu'on vous donnait des responsabilités, mais en fait en gros il y avait très peu de formation et peu d'accompagnement. C'était le CIC, hein, je peux le dire, dans le sud-ouest, à Bordeaux. Et j'ai très vite connu la mobilité professionnelle des banques. Donc c'est aussi dans le témoignage, c'est-à-dire que j'étais marié déjà très jeune, à 24 ans, et mon épouse était en libéral, installée. Elle m'a dit « Ah, monsieur Nero, quand même, marié à 24 ans, signe d'engagement, c'est super, ça nous plaît dans le recrutement. Votre femme est installée à Bordeaux, on va pas vous envoyer quand même. On a 30 agences à Bordeaux, vous inquiétez pas, on devrait bien vous trouver un poste à Bordeaux. » Premier poste, Montpellier. Bon ben voilà. Donc pour 6 mois, vous remplacez juste un directeur qui n'est pas là, vous allez voir, c'est pas une agence très facile, mais on a très confiance en vous, vous allez y arriver. Et puis vous avez un préavis de 6 mois dans la banque, comme j'étais cadre. Donc de toute façon, soit je prenais, soit je partais, quoi. Donc j'ai pris une fois, puis après ils m'ont dit « Ah, on trouve pas pour renouveler, il faudrait renouveler une deuxième fois 6 mois, mais vous inquiétez pas, c'est juste... » Donc je fais les allers-retours, hein, je travaillais le mardi au samedi, et puis mon épouse était à Orléans, enfin elle était à Bordeaux. Et puis une deuxième fois 6 mois, j'ai dit « Ah non », et puis après je suis parti, quoi. Et donc là, je suis parti, je sentais bien que la banque, c'était pas non plus mon truc, c'était pas commercial, en tout cas à vendre des produits qui m'intéressaient pas. Je pense que finalement, je suis pas mauvais commercial, mais il faut que je vende ce que j'aime. Et donc là, ça m'intéressait pas. De vendre une carte bancaire à mamie qui a 80 ans, enfin c'est caricatural, mais c'était quand même ça, hein, dans les banques, parce qu'on est en campagne banque, il fallait lui vendre l'assurance vacances, mais elle partira jamais au ski. Ouais, mais c'est pas grave, elle le sait pas. Hop. Donc c'était ça que je caricature, mais c'était quand même ça, et c'était assez dur. Et donc je suis parti sur un autre projet, rien à voir, mais c'était ancré depuis longtemps. Enfin voilà, je savais que je voulais aller un peu plus servir et me mettre au service d'un projet, c'était déjà ça. Et donc je suis parti comme volontaire en Afrique 2 ans, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, où j'étais directeur administratif et financier d'une clinique avec mon épouse. Mon épouse faisait kiné dans la clinique et moi j'étais directeur DAF de la clinique. On va dire mais qu'est-ce que ça a à voir, banquier et puis DAF d'une clinique? Bon, c'est les chiffres, quoi. Hein. Il y avait un petit budget avec le HCR. Et puis, j'étais directeur de cette clinique. Alors, j'avais un tout petit budget, mais j'étais tout de suite mis dans le... Voilà, quand vous êtes volontaire comme ça au loin, vous êtes tout de suite avec des responsabilités. J'avais 50 personnes avec moi, j'avais 100 000 euros de budget, ce qui était rien, mais mon infirmière, je la payais 50 euros par mois. Donc, finalement, j'étais quand même... Et puis, j'ai tout de suite eu ces responsabilités. Donc, quand je suis rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire, quoi? Je sais faire que de la finance. J'ai fait un parcours dans la finance ou de la banque, mais ça m'intéresse plus, quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit mais il faut que je fasse autre chose, il y a bien une autre façon de faire de la finance, il faut que je trouve, quoi. Y a pas de... Donc j'ai mis 6 mois quand même à réatterrir, à retrouver un peu des pistes. Et puis j'étais pris à 2-3 endroits en même temps, ça se débloque souvent comme ça. Soit à l'ADI, une association qui fait du développement économique, au Crédit Coopératif ici à Orléans, et puis dans le réseau France Active. Alors une association me dit voilà, on a un CDD pour 18 mois, on n'est pas vraiment sûr que ça se développe, mais vous êtes que le 2e salarié, mais c'est une expérimentation, c'est un peu ça dans les assos. Et si ça marche, vous continuerez. Je dis ah, c'est super ça, c'est un beau défi, si ça marche, ça tient qu'à moi que ça marche, et puis on va bien voir. Puis dans une asso, vous pouvez faire plein de choses, donc ok, moi banco, j'y vais. Je devais être payé 30 ou 40% moins cher qu'au Crédit Coop, quoi. Je me suis dit ah, Crédit Coop, c'est encore la banque, à retourner à la banque, je peux pas, quoi. Donc du coup, j'ai choisi ça. Et j'ai pas été déçu, c'était vraiment en lien avec justement avec mes valeurs et avec ce qu'on faisait. L'intérêt, c'est que je suis arrivé le 2e salarié en 2008 et aujourd'hui on est 8 salariés, donc on a bien développé avec le directeur. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2014 et en 2014 je suis parti chez les Scop, des entreprises qui appartiennent aux salariés. C'est un réseau de 70 coopératives en région centre et on accompagne toute entreprise qui veut, ou tout salarié qui veut racheter son entreprise, souvent au dirigeant quand il part en retraite. Et du coup, on devient propriétaire de son entreprise.
Et puis là, récemment, début d'année, j'ai repris la direction de Centractif et je suis à mi-temps, j'ai 2 mi-temps. Alors c'est un peu dangereux dans l'ESS d'avoir 2 mi-temps dans une association, parce que ça fait vite un peu plus qu'un mi-temps, quoi. Mais c'est dans les mêmes locaux, donc c'est ça qui permet aujourd'hui de faire ça. Centractif, qu'est-ce qu'on fait? C'est un financeur solidaire pour l'emploi. Donc c'est de la finance, mais c'est de la finance solidaire. On collecte de l'épargne solidaire. Aujourd'hui, il y a 1 million de Français, vous et moi, qui peuvent décider de mettre leur épargne sur un produit solidaire et qui disent, en gros, il y a 90% qui va être investi de façon classique et il y a 10% qui va aller dans des structures qui favorisent le retour à l'emploi. Et c'est ces 10%-là qu'on collecte au niveau national et qu'on redistribue en région. Donc on accompagne chaque année au niveau France, donc c'est France Active au niveau national, on est créé depuis 30 ans. Et l'idée, c'est de financer tout le secteur de l'économie sociale et solidaire aux côtés des banques. Les banques connaissent pas très bien l'ESS, enfin certaines plus que d'autres, les coopératives, mais ils ont besoin de décodeurs pour décoder les modèles économiques et pour décoder comment fonctionne l'économie sociale et solidaire. Et nous, on fait ça, on prête de l'argent aux côtés des banques. C'est aux banques de prêter aujourd'hui, mais on se porte caution, on les aide à prêter auprès des structures. Donc voilà ce qu'on fait, on accompagne 7000 entreprises au niveau national et on mobilise 270 millions d'euros. Donc c'est quand même, on peut être dans associatif, on est associatif, mais on peut être très professionnel et très proche très proche de ce que font les autres. Mon président ici en région dit on joue aux banquiers, quoi. Voilà, on fait les petits banquiers, mais dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et sur la région, c'est 150 dossiers, 1000 emplois, et donc j'ai 7 salariés avec moi. On est 8 aujourd'hui, c'est ce que je disais. Donc j'ai 7 salariés sur l'ensemble de la région. Et sur les scopes, alors les entreprises qui appartiennent aux salariés, là on est 3. Il y a 2 salariés avec moi, plus moi, donc on est 3 salariés, on régionne sur l'ensemble de la région. Je le disais, pourquoi je suis arrivé qu'est-ce que j'y trouve dans l'ESS et pourquoi j'y suis arrivé et pourquoi j'y suis resté. Avant, quand j'étais dans la banque, j'avais la banque, j'allais me lever le matin, voilà, j'avais pas trop envie d'y aller, j'avais la boule au ventre, le stress, etc. Et après, j'avais mes engagements à côté, quoi. J'ai toujours été engagé, de toute façon, depuis que je suis étudiant, j'étais engagé dans les assos étudiantes, et après, j'ai eu pas mal d'engagements. Mais il y avait d'un côté le boulot, et puis l'autre côté les engagements, et puis ça se compensait comme ça, c'était pas mal, quoi, ce que je faisais. J'ai la chance aujourd'hui que mon travail, c'est mon engagement, quoi. Mon travail, j'ai l'impression dans mon travail d'accomplir des choses. On disait, mes valeurs que je partage, valeurs humaines, de partage, etc., qui sont pour moi des valeurs chrétiennes aussi que je porte, eh bien je le retrouve dans mon travail. Et donc on travaille beaucoup dans l'ESS. La femme me dit, ah mais tu travailles trop, t'arrives pas à poser tes RTT, etc. Je dis, ouais mais voilà, ça me plaît ce que je fais, donc c'est pas pour autant qu'il faut pas prendre du temps pour soi, mais voilà, ça me plaît, donc je suis épanoui dans mon travail. Alors c'est une grande chance, j'en suis très, très conscient et voilà. Mais ces valeurs-là sont trouvées. Et aussi, ce qui m'intéresse dans l'ESS, ce que je fais, c'est que je suis directeur d'une petite structure de 8 personnes, mais on fait tout dans ces petites structures. On a des structures très agiles, il faut savoir tout faire. C'est-à-dire que on fait de la com, on fait des plans de com. Alors des fois, j'ai quelqu'un qui vient sur la com pour quelques mois, mais je peux pas avoir une chargée de com à plein temps. Sur une petite association, c'est pas possible. Je suis aussi le directeur administratif et financier, parce qu'en gros, c'est quand même moi qui gère le budget. Je fais aussi le RH, quand là, j'ai eu 3 embauches cette année à faire. Et effectivement, les candidats, faut les recruter, faut tout ça. Moi, c'est pas ma formation de base, je suis pas. Mais on le fait, on essaye, on apprend, on se fait accompagner. Et donc, dans certains métiers là où j'étais avant, c'était très cloisonné, quoi. Vous avez votre fiche de poste, vous avez le droit de faire ça. Puis pour bouger un petit doigt, faut demander au chef qui demande au chef si vous avez une idée. Dans l'ESS, dans l'associatif, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez une idée, on vous dit allez-y, fais-le. De toute façon, il n'y a personne d'autre pour le faire. Si ça marche, on avance, quoi. Et du coup, vous pouvez vachement vous épanouir sur plein de choses que vous avez envie de faire et de tester, quoi. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai dit j'aimerais bien avoir une stagiaire. Hop, j'ai mis mon annonce, et j'ai été faire des petits recrutements ici dans le master que je connaissais. J'ai pris une stagiaire et 8 ans après, elle est toujours chez nous, quoi. Donc voilà, c'est aussi. Mais ça, j'avais jamais fait avant de recrutement sur ça. Donc moi, ce que je vous dis, c'est dans l'ESS, voilà, si c'est des valeurs que vous pouvez partager, venez avec nous et engagez-vous avec nous. Je pense c'est vraiment un milieu où il y a des choses à faire. Que quelle que soit la voie que vous prenez, mais ça c'est un conseil que je donne, ou en tout cas ce que je dis, c'est que ne désespérez pas de trouver un métier qui vous épanouisse. C'est pas forcément le premier, c'est pas le deuxième. Je disais, vous pouvez faire plusieurs métiers, mais si à un moment vous pouvez réconcilier ce qui vous fait vivre, ce que vous avez vraiment dans les tripes et votre métier, voilà, ça sera le top parce que c'est là où vous allez vous épanouir, quoi. Et puis, alors une question qui a été dit et qu'on peut me poser, c'est est-ce qu'on est bien payé dans l'ESS ? Ouais, c'est une vraie question quand même, parce que on a beau avoir des valeurs, faut quand même vivre. Moi, je dirais un peu moins bien qu'ailleurs, c'est ce qui a été dit. Sauf que pour moi, les meilleurs vont monter beaucoup plus vite, quoi. C'est-à-dire que vous êtes un peu moins bon,
sauf que si vous êtes motivé et que vous avez envie, et ben voilà, vous devenez, vous pouvez plus vite monter les échelles et il y a moins de, c'est moins cloisonné aussi pour monter et pour devenir, voilà, j'ai 37 ans et je suis un des plus jeunes directeurs de France des fonds territoriaux, mais il n'y a pas de souci, si vous avez envie et que vous vous donnez les moyens, vous pouvez monter plus vite et du coup le salaire vous le rattrapez parce que vous montez plus vite. Je l'ai bien vu, hein, je compare avec mes collègues ou ouais, j'ai des copains qui étaient à la fac avec moi ici, j'en ai un qui était notaire, un autre qui était voilà, qui travaille dans la finance. J'ai un peu lâché mes copains de la finance de marché parce qu'on n'a pas forcément les mêmes. Mais au début, j'étais largement en dessous d'eux. Je regardais, je disais ah ouais, tu gagnes ça, bah c'est bien. Ouais, mais je me réconciliais en disant ouais, mais moi je m'épanouis dans mon travail, donc c'est bien. Mais bon, quand même. Et puis là, maintenant, ça y est, je suis à peu près au niveau de tous mes collègues, qui sont sortis avec moi, qui ont eu des carrières plus, mais qui là commencent. C'est plus long. Enfin, en tout cas, j'étais plus vite. J'ai rattrapé ce niveau de salaire là. Voilà ce que je peux vous dire et voilà le témoignage que je peux vous faire sur ce que je suis et ce que je fais. J'ai quand même d'autres engagements. Alors c'est pour ça que quand on est dans l'ESS, on peut aussi être amené à être engagé en dehors de son travail. Je suis aussi trésorier national d'une association qui envoie des volontaires à l'étranger. Donc l'association qui m'a envoyé en 2006-2008, la délégation catholique pour la coopération. Donc c'est aujourd'hui une association nationale de 17 salariés, 3 millions d'euros de budget. Et du coup, ça fait 4 ans que je suis au conseil d'administration et j'ai été élu l'année dernière comme trésorier de cet asso. Voilà, donc j'ai d'autres engagements. Même si je passe du temps dans mon travail, on peut avoir d'autres engagements. Et je croise quand même pas mal de salariés ou de personnes qui sont dans l'ESS qui ont aussi des engagements associatifs, comme bénévoles associatifs, alors plus ou moins en responsabilité, mais quand même comme bénévoles aussi associatifs. Et pour finir, je vous citerai cette petite phrase que je cite tout le temps, enfin assez souvent, mais que j'aime bien. Seuls ceux qui sont assez fous pour changer le monde y parviennent finalement. Donc voilà, cette phrase d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Et donc dans l'ESS, on recherche des fous quoi, pour changer le monde. Donc si vous voulez nous rejoindre, cette bande de fous qui pensent changer le monde, vous êtes les bienvenus, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Nero ou des remarques? Non? J'avais une petite question pour toi, Sébastien. C'était enfin, tu as connu deux univers très différents, la banque et l'assurance, et ensuite le champ de l'économie sociale. Au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire la place des administrateurs, des bénévoles, est-ce que tu peux nous en donner deux mots? Parce que je pense que c'est quand même un élément très spécifique aussi au champ de l'économie sociale, et les décisions ne se prennent pas de la même façon. Et c'est peut-être quelque chose à avoir en tête quand on veut s'investir dans ce champ-là. Oui, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là de l'économie sociale et solidaire. C'est que, alors j'ai les deux côtés, hein. J'ai le côté où je suis bénévole dans mon association où je suis trésorier. Et donc, comment je travaille avec dans une association, vous le connaissez sûrement, mais c'est pas toujours bien su. C'est le conseil d'administration qui donne les orientations. Et quand il y a des salariés, les salariés appliquent les grandes orientations que vont avoir donné le conseil d'administration, les grands choix que vont faire le conseil d'administration. Donc ils donnent une orientation et les salariés sont là pour mettre en œuvre le projet associatif qui est porté par un conseil. Donc d'un côté, je porte un projet associatif et ensuite, avec le délégué général, je vois comment il est mis en œuvre et avec les salariés, avec des commissions paritaires. Dans mon association où je suis trésorier, on a des commissions, enfin pas paritaires, mais des commissions salariés bénévoles. Donc on est bénévole, les salariés appliquent ce qu'on fait, mais Et donc là, là je suis du côté de la gouvernance, mais j'infuse des idées, alors avec le bureau, avec tout ça, vous êtes toujours en collectif, mais vous pouvez, voilà, vous avez quand même des idées sur l'orientation à donner et vous les faites passer. Et puis c'est le principe une personne, une voix, même si on n'est pas amené à tout le temps voter dans l'associatif. Moi j'infuse. Et trésorier, je suis bien placé, voilà, on m'a proposé d'autres fonctions dans l'association, la présidence il y a quelques temps, que j'ai refusé parce que je préfère infuser de façon plus discrète. Et quand vous êtes aux finances, vous infusez de façon plus simple. Et là où je suis directeur, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que moi je applique le projet associatif, mais c'est pas moi qui le porte, j'ai des bénévoles qui le portent. Alors après, les bénévoles, ils sont plus ou moins investis et plus ou moins fortement porteurs du projet. C'est là où, même en tant que directeur, eh bien, en fait, vous infusez aussi et vous pouvez, à vos bénévoles, leur dire qu'on pourrait aller un peu plus par là, etc. C'est à eux de le faire, mais c'est co-construit. On co-construit vraiment ensemble. Et la limite, elle est toujours un peu tangente. Chacun a sa place, mais quand vous êtes au conseil d'administration, vous êtes au conseil d'administration de la structure. C'est votre président qui prend la main et qui est ça, mais vous pouvez quand même infuser des choses. Et après, quand vous êtes avec vos salariés, c'est vous qui avez la main, quoi.
Dans la banque, ça n'avait rien à voir. Ou dans là où j'étais, assez souvent, on n'avait pas trop voix au chapitre. On nous disait, bah voilà ce qu'il faut faire. C'est compliqué, c'est que vous êtes déconnecté du sens de ce que vous faites. Vous dites, mais pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut faire une campagne carte? Bah parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que ça. Mais c'est pas très clair. Pourquoi le sens final, il n'est pas clair. Et dans les coopératives, dans les scopes que j'accompagne, c'est aussi pour ça que ça me plaît beaucoup d'accompagner des scopes. C'est ça, les coopératives, ils dirigent ensemble la société. Donc le grand cap, là, il n'y a plus un conseil d'administration, il n'y a plus dans les scopes, c'est les salariés eux-mêmes qui disent voilà où on veut aller. Après, ils choisissent entre eux. Si on fait une scope entre nous, on va dire voilà où on veut aller. Et après, on choisit quelqu'un pour mettre en place cette chose-là. Au quotidien, il faut un chef. Dans le scope, il y a un directeur. Mais ensemble, on se dit voilà où on veut aller. On ne demande pas juste d'avoir une vision sur son petit poste de travail. On dit voilà la vision plus large de la société. Et moi, mes salariés, c'est ça que j'essaye aussi de faire. Je dis ok, t'es chargé de... c'est ça, elle dit mais pourquoi je viens aux réunions? Moi, je suis qu'assistante, je suis secrétaire de direction, j'ai pas trop mon avis sur... mais attends, ton avis, il est primordial, quoi. C'est toi qui accueille au téléphone les gens, etc. C'est toi qui vois aujourd'hui l'ensemble des flux qui rentrent, ils passent par toi. Donc moi, je veux ton avis. Ah, mais je suis pas chargé de mission. Mais ça m'est égal que tu sois pas chargé de mission. Et donc, déjà, dans la façon, dans le management aussi, on fait différemment que dans d'autres structures. Alors, on essaye en tout cas, pour que chacun a sa place dans la structure. Et du coup, on laisse sa place à chacun. Alors après, chacun a des rôles différents. On ne dit pas que tout le monde fait tout et qu'en fonction des... Enfin voilà, rapidement, comment je peux répondre à ça, mais... Vous vivez aussi chez vous, je pense. Il y avait une question. Ah, il y avait une question derrière et puis je vous le repasse après. Non, il faut le micro. Merci. Une question, en fait, moi je suis plus ou moins issu de l'économie sociale solidaire, donc j'ai bénéficié plus ou moins de l'encadrement des associations où j'ai fait donc une partie de mes études en Inde, une autre partie à Londres et aujourd'hui je suis à Orléans pour le 3e cycle. Maintenant je voulais poser une question, c'est plus ou moins au niveau de la stabilité de l'emploi et de la retraite. C'est vrai que vous n'en avez pas parlé parce que j'aimerais bien savoir, avoir un petit mot là-dessus. Merci. C'est tout pareil que si j'étais dans le privé, quoi. Enfin, là j'ai une feuille de paye, je suis salarié, je cotise aux mêmes caisses et donc là il n'y a aucune différence. Sur la stabilité, je pense que c'est la même chose. Après, c'est vrai que dans nos petites structures ou dans des petites structures de l'économie sociale et solidaire, les fonds aujourd'hui, ils peuvent, quand on est financé à la fois sur du public et sur des fonds privés, bah, les fonds publics, on sait que c'est en baisse, donc on peut avoir un risque sur notre budget, donc il pourrait y avoir un risque sur nos salariés. Mais quand vous êtes salarié d'une entreprise, une petite entreprise aujourd'hui, vous savez pas, elle perd un gros marché demain, etc. Elle peut fermer soit un site de production, soit elle peut fermer même une branche, sauf que vous n'êtes pas du tout au courant, quoi. Moi, alors c'est pas tout le monde, mais quand même globalement dans l'économie sociale et solidaire, je parle là des structures que je connais en tout cas. Sur mes deux structures, il y a une certaine transparence, alors pas totale quand même, parce qu'on protège nos salariés aussi, c'est-à-dire ils sont pas obligés de tout savoir. Mais s'il y a des risques sur la clôture du budget, ils savent un peu les zones de risque, quoi. Et surtout quand ils ont un impact dessus, c'est-à-dire ils savent aussi ce qui rapporte de l'argent à la structure ou pas et quelle implication ça a sur leur travail. Donc voilà, mais sinon au niveau salarié c'est tout pareil, quoi. Sauf que la convention, nous on est sur la convention collective de l'animation par exemple, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en fait. C'est un peu bizarre, des fois c'est pas facile de trouver. Et donc les avantages ils sont moindres que dans la banque. Sur la convention collective de la banque, c'est royal. Vous avez tous plein de choses que vous avez, mais c'est pas ça qui fait. Donc là c'est plutôt sur la convention et les avantages aujourd'hui. Après sur la retraite ça sera tout pareil que. Oui, bonjour. Et je voulais faire, ça c'est une question, ou plus ou moins. Mais vous parlez effectivement d'un univers différent, avec des valeurs différentes de l'économie classique qu'on connaît. Et qui, durant les dernières 30 années, a formé des dirigeants marocains, l'école de commerce que vous connaissez bien, et qui ont formé qu'est-ce qu'est la finance et l'économie d'aujourd'hui, plus ou moins, et qui a tombé aussi trop en bas, et c'est grâce à ça aussi. Et donc, alors, on était là à travailler, à réaliser une tâche, mais pas réfléchir, comme vous disiez vous, et l'opinion de celui qui faisait, etc. Donc, bon, il y a vraiment beaucoup d'années que les gens sont habitués, malheureusement, à travailler dans cette direction, avec cette
pseudo-valeurs ou valeurs. Et donc, alors, et le changement, effectivement, se trouve où? Alors, oui, effectivement, l'économie solidaire, sociale ou l'inverse, sociale et solidaire. Et aussi, il disait quelqu'un avant, vous disiez qu'il y a un départ de beaucoup de retraités, 100 000 en 2017 et 700 000 jusqu'à 2025, je crois. Donc, alors, une exigence, un besoin vraiment clair, visible, que n'était pas très programmé avant, ni in cette direction, ni une direction aussi de la formation professionnelle ou en quelque façon qui est liée à cet univers qui n'est pas seulement une formation technique, mais une formation qui a un côté aussi, une vision du monde différent. Donc, bon, et comment je détecte cet ingénieur ou cet médecin ou cet, je ne sais pas qui, simplement n'importe quel métier technique, et qui a ça, mais qui a en même temps l'autre. Alors, en son passé, il n'y en a pas l'autre. Il y a simplement le métier ou la formation. Donc, aussi, ça, c'est difficile à comprendre. Je crois que la moitié de l'association, ou plus de la moitié, elle est remplie de cette personne qui simplement y travaille. Voilà, il travaille. Donc, effectivement, il y a une vision nouvelle, ça. C'est alors une nouvelle vision. Comment on apprend ça? Comment on peut vraiment être imprégné de ça, de cette vision intéressante de la société? Ça aussi, je suis ingénieur. Comment? Voilà, c'est la question plus ou moins, et c'est là sur la formation aussi, et sur le projet global généralement. C'est-à-dire qu'il y a une association ou un travail dans cette direction, ils partent toujours d'un projet. Vous avez raison, hein, c'est une des difficultés dans le recrutement. C'est-à-dire que on recrute à la fois des compétences techniques et à la fois des gens qui partageraient, alors déjà dire partager nos valeurs, qu'est-ce que ça veut dire, mais qui ont une vision de la société un peu différente. Et dans un CV ou dans une lettre de motivation, c'est très compliqué de voir ça, quoi. Là, sur le recrutement que je fais, j'étais très en accord avec ce qu'on me disait, et ça correspond à rien dans ce que j'ai mis dans la fiche de poste, quoi. Quasiment, là je suis assez loin, et quand je décris après le parcours des 2 qui sont sélectionnés, là, qui passent devant mon bureau la semaine prochaine, on me dit mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait comme fiche de poste. Ouais, mais aujourd'hui, entre ce qu'ils ont fait et les valeurs qu'ils ont portées dans les entretiens, et après ça vaut ce que ça vaut, mais et l'investissement qu'ils veulent, voilà, c'est 2 personnes qui me semblent avoir le parcours. Et aujourd'hui, dans le discours, on verra après qui semble être en lien. Alors comment on l'apprend? C'est souvent des expériences de vie, ça dépend. C'est pour ça que c'est à la fois mettez bien tout ce que vous faites dans le parcours professionnel, mais mettez tout ce que vous avez fait aussi à côté. Dans l'ESS, on regarde effectivement tout ce qu'il y a à côté, quoi. Parce que on embauche aussi un parcours de vie, une personne, et ce qu'elle porte aussi à côté, autant que des compétences techniques. Alors il en faut, il y a un minimum quand même. Mais après, surtout si on veut rester, c'est-à-dire qu'on vient dans l'ESS, et après pour y rester, il faut partager tout ça. Alors après, je suis d'accord avec vous, hein, il y a des gens qui travaillent dans les associations qui n'ont pas... ils travaillent là parce que c'est le secteur principal qui les prend, et il n'y a pas forcément de différence, quoi. Le médico-social, vous disiez dans un IME, ma femme travaille dans un IME, est-ce que tous les salariés de l'IME, ou même dans une banque différente, les banques coopératives, si vous allez à la caisse d'épargne que je connais bien, au crédit coopératif, vous interrogez les salariés de la caisse d'épargne, est-ce qu'ils ont l'impression d'être dans une banque différente, et puis je m'arrêterai, dans une banque différente que d'être à la BNP? Pas tous les salariés, hein. C'est le sentiment d'appartenance à l'ESS, il n'est pas partagé partout pareil, quoi. Pour autant, moi j'ai des banquiers que je connais qui m'ont dit, qui était là, une personne que je connais très bien, parce que je travaillais pendant 5-6 ans avec elle, elle était au Crédit Mutuel, et elle m'a dit moi je veux changer de banque, mais j'irai pas, je veux rester dans les banques coopératives. Elle est à la caisse d'épargne maintenant. Donc elle avait quand même ce sentiment que sa banque était différente et qu'elle voulait une banque différente qui était une banque coopérative. Donc tous les salariés l'ont pas, mais certains portent ça quand même aussi. Mais de plus en plus les banques en reviennent, hein. Ils essayent, ils insufflent aussi à leurs salariés. Vous avez vu les pubs de Crédit Mutuel, là, c'est différent, ils sont sociétaires, etc. Et c'est par la pub extérieure pour vous que ça change les salariés en interne. C'était comme la Matmut quand elle disait assureur militant. Et les salariés, ils ont dit mais en quoi on est militant en fait? On est comme les autres. Ah non, mais regardez ce qu'on fait de ça. Et ils sont devenus militants. Enfin, ils ont renforcé le côté militant parce qu'on a fait de la pub à l'extérieur en disant on est assureur militant. Donc c'est la com qui a fait changer. Et aujourd'hui, dans les banques, il y a un peu de ça quand même. En fait, il y a 2 moteurs. Il y a le moteur des individus, comme Sébastien le présente très bien. Et il y a un autre élément de cadrage que Jean-Baptiste a donné tout à l'heure sur la loi Hamon de 2014 qui a permis de donner un cadre et une visibilité. C'est-à-dire qu'avant la loi, on ne distinguait pas tellement facilement tous ces éléments.
depuis qu'il y a eu la loi, ça a fait la une des journaux. Il y a des choses que tu m'avais apprises à l'époque sur la reprise possible des entreprises par les salariés. Ça ne se voyait qu'à la barre du tribunal. Et en fait, on voit maintenant des entrepreneurs qui anticipent et qui confient la création de leur vie au groupe de salariés plutôt qu'à leurs enfants ou à un financier. Donc la loi a eu cet avantage de donner la visibilité à tout ce périmètre. Et puis après, c'est le moteur des individus. Alors moi j'ai travaillé au Crédit Coop et au Crédit Coop c'est vrai qu'il y avait toute une partie des collaborateurs, on les aurait mis dans n'importe quelle autre banque, ça ne changeait rien. Par contre c'est une banque très spéciale avec une place de marché par exemple, et tous les gens de la place de marché que j'ai connus là-bas, leur salaire était divisé par 2 par rapport à tous leurs collègues des autres banques. Et donc s'ils étaient là, c'est vraiment que ça avait un sens. Et donc vous pouvez incarner quelque chose. Après c'est votre choix. C'est le cadrage général et le moteur individuel. Voilà. Pour compléter encore un petit peu ce qui vient d'être dit aussi, je pense qu'il peut faire la différence si vous souhaitez travailler dans l'ESS, c'est comme le disait Sébastien, ce que vous faites à côté. Si vous êtes engagé déjà dans une association étudiante, si vous êtes président, vice-président, trésorier d'une association étudiante, faites-le figurer sur votre CV. Et c'est un plus si vous souhaitez travailler dans l'ESS. Si vous êtes trésorier de votre club de sport aussi, ou club d'échecs, n'importe quelle association, mettez-le, c'est un plus aussi si vous voulez travailler dans l'ESS. Après, je pense qu'il y a aussi le dispositif des services civiques qui peut aussi aider à entrer dans l'ESS. Voilà, enfin, moi je parle aussi de mon expérience où j'ai fait un service civique qui m'a permis aussi de pouvoir intégrer plus facilement ce secteur d'activité, enfin cette économie. Et voilà. Quand vous recevez un curriculum, dans l'état d'esprit donc que vous avez par rapport au recrutement, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu dépassé? Parce que si on est seulement sur le curriculum, on ne fait pas apparaître le chemin de vie. On peut le formuler, le formuler quand on est reçu, ça, dans l'entretien. Mais vous, votre sélection, elle est à partir d'un document écrit. La lettre de motivation, ça dit beaucoup, quoi. Moi, j'ai reçu pour le poste, là, effectivement, des candidats que je cherche. Je suis dans la moyenne. J'ai reçu 15 ou 16 candidats. Il y en a encore qui m'aident. Je suis très content de rejoindre votre grande société, notamment votre rayonnement international. Je dis, mais voilà, on est une association de 8 salariés. Celui-là, je ne le regarde pas, quoi. Enfin, déjà, celle-là, elle n'est pas préparée. C'est caricatural. Mais même d'autres, et celui que j'ai reçu et qui va être reçu vendredi, il a commencé sa lettre en disant, je souhaiterais rejoindre votre association. Je pense enfin pouvoir m'épanouir entre guillemets. Non, je pense enfin avoir trouvé une structure qui redonnera du sens, et le sens entre guillemets. Et après, il a décrit ce qu'il avait fait avant, etc. Et ça, je me suis dit, tiens, là, il parle de sens, il parle de ça, nous rejoindre, etc. Après, il y avait dans le CV, donc dans la lettre, il y a des choses qui m'ont donné envie de creuser plus. C'est vrai que j'ai beaucoup de profils bancaires, par exemple, qui postulent chez nous, parce qu'on est un peu proche de la banque, mais pas vraiment, etc. Je sens rien par rapport à ce qu'on est. Dans la lettre, rien ne ressort qu'ils ont envie de rejoindre le projet, c'est ça. C'est est-ce qu'on a envie de rejoindre un projet? Il y a quand même des façons de voir le projet. Vous êtes sur un site internet, vous voyez nos vidéos, on est à un réseau national, on publie des rapports d'activité. Normalement, tout ça, alors souvent on le fait mal, mais sinon ça transparaît un petit peu de qui on est, quoi. Et donc on voit, est-ce qu'ils ont envie de nous rejoindre ou est-ce qu'ils ont postulé à l'offre parce que ils postulent à tout ce qui bouge, quoi. Alors c'est caricatural, mais il n'y en a pas beaucoup qui se distinguent comme ça, hein, qui ont écrit des choses comme ça. Je les ai tous reçus, hein, les 4 ou 5 sur les 15 qui avaient quelque chose un peu de différent, je les ai reçus. Et après, et par contre, c'est vrai qu'on est ouvert à beaucoup plus de profils. Moi, j'ai reçu des profils que j'avais jamais cru recevoir. J'ai reçu quelqu'un avec 59 ans, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Il y aurait 5 ans à faire, et je lui reçois 5 ans. Et là, celle elle a aussi 57 ans. Pourquoi pas? Parce que c'est mixé, c'est tout ça. Et je pense que dans d'autres structures, on dit au-delà d'un certain âge. Moi, je cherche des compétences multiples. J'ai beaucoup de jeunes, quelqu'un de plus compétent. Alors, on va voir. C'est pas moi qui fais le recrutement au final, mais donc on a aussi. Alors, peut-être que tout le monde l'a pas, mais moi, j'ai eu cette ouverture sur le poste et je vais voir ce que ça a donné, quoi. Ce que ça va donner. Bonsoir. Alors, moi, je suis salarié de l'école régionale de travail social, qui est une école basée à Olivet. Alors, je vais essayer de faire cet exercice qui consiste à donner un sens rétrospectif à mon arrivée donc à l'ERTS. Donc, je suis
Donc j'ai fait des études de sociologie et d'histoire à Nanterre, à la fac de Nanterre. Et mon parcours, enfin la cohérence de mon parcours, elle est autour de la sociologie. Donc j'ai fait un master à l'École normale supérieure et l'École des hautes études en sciences sociales, sur la méthodologie des sciences sociales. J'ai continué c'est à ce moment-là que j'ai découvert le champ de la protection sociale. J'ai continué par un master professionnel sur la protection sociale et le travail, toujours à Nanterre. Et comme ma passion c'était la recherche, j'ai enchaîné par un master à l'IEP de Paris, où j'ai du coup pu faire un certain nombre de recherches. J'ai travaillé ensuite en 2008 sur l'expérimentation du RSA. On était sur une période où on cherchait à voir du RMI ou du RSA, quel était le dispositif qui permettait la meilleure insertion professionnelle. Et donc, au sein de la DGAS, la Direction Générale de l'Action Sociale, il y a eu des expérimentations sur différents départements et une évaluation qui a été mise en œuvre. Et donc, j'ai pu participer à cette évaluation. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert, que j'ai pu voir aussi les représentations que les professionnels de l'action sociale, en l'occurrence au niveau ministériel, pouvaient se faire des pauvres. Et voir aussi commencer à rentrer dans la logique d'une critique des dispositifs. Voilà, comment fonctionne le RSA, quelle est la philosophie d'un dispositif de l'action publique. Et à partir de là, ça a été effectivement un peu mon angle d'approche dans mon travail. Donc j'ai commencé une thèse par la suite sur le travail social des travailleurs sociaux qui travaillent dans ce qu'on appelle les centres de rétention administrative, donc les CRA, qui sont les lieux d'attente avant reconduite à la frontière des personnes qui ne sont pas administrativement en règle. Donc il y a à partir de là des travailleurs sociaux dans ces centres de rétention qui sont là pour voir si le travail préfectoral de reconduite à la frontière a été bien fait, si les conditions de l'arrestation ont été réglementaires. Donc il y a toute une partie de travail juridique qui est importante pour ces travailleurs sociaux. Et donc dans le cadre de cette recherche, j'ai été amené à approfondir mes connaissances en droit et à suivre des cours du soir grâce à cette belle formation qu'on appelle les capacités en droit, et à m'engager dans une association en tant que bénévole, dans une association de juristes. Donc à partir de là, donc en parallèle, comment je gagnais ma vie, je gagnais ma vie en participant à des recherches, mais aussi en étant chargé de cours à l'université. Et il y a eu une période où c'était en parallèle, et en étant formateur indépendant dans différentes écoles de travail social. Donc c'est de cette manière-là que j'ai découvert le RTS, l'École régionale de travail social, et que j'ai postulé, et j'ai été pris en tant que responsable d'un domaine de compétences. Donc le RTS, donc l'École régionale de travail social, est une école qui forme les travailleurs sociaux autour de plusieurs filières. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a énormément. Les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les moniteurs d'ateliers, les éducateurs techniques spécialisés, etc. Donc plein de formations qui sont de niveau 5 à niveau 2, bientôt niveau 1. Et j'interviens dans la formation des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs. Plus précisément, dans le cadre de leur formation, j'interviens sur tout ce qui va être connaissance du cadre de l'intervention.
Donc lorsque un éducateur spécialisé intervient, travaille dans une structure de l'éducation spécialisée, hein, on parlait des IME, il y en a plein d'autres, eh bien, il faut connaître le cadre d'intervention, c'est-à-dire les règles, notamment de droit, qui régissent la pratique. Donc j'interviens sur ce contenu juridique, mais aussi plus largement sur les politiques sociales, ce qui me permet de renouer avec ma formation, à savoir une connaissance sociologique et de sciences politiques, voilà, sur ce qui est comment s'est construit la loi et ces choses-là. Donc du coup, au travers de ce travail de formateur, je suis sur un travail de déconstruction des représentations que les professionnels peuvent avoir des publics, enfin que les étudiants ont du public, et connaissance du cadre réglementaire. Il s'agit vraiment d'étudiants qui font leur formation en alternance à l'école et sur des lieux de stage, et qui sont vraiment au fond de la misère sociale. Et ce métier-là est un métier très noble. Il faut mettre du sens sur ce que ces étudiants-là font au quotidien et que personne ne connaît, ou très peu. Donc ça fait partie de mon travail que de leur faire comprendre que leur travail est un travail engagé, qu'en étant là à recevoir dans une structure qui est habilitée à recevoir, je ne sais pas, une trentaine de personnes, le démantèlement de la jungle de Calais fait qu'il va y avoir 70 personnes qui vont arriver. Et il faut gérer la chose. Et ces choses-là, bah, c'est de l'engagement du quotidien. Et ces choses-là, c'est ce pourquoi on est là, pour leur faire comprendre les possibilités qui existent. Après, l'école est engagée sur plein de projets, donc on a une certaine autonomie pour développer des choses dans nos domaines de responsabilité, notamment développer une panel de partenariats avec des structures associatives ou employeurs. On a, et je vais dans ce sens-là, une possibilité aussi de monter des choses directement avec les usagers. Donc là, c'est quelque chose qui m'anime fortement en ce moment, c'est-à-dire désacraliser la question du savoir. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer les formations comme étant faites par un professeur qui a le savoir et qui remplit finalement les élèves d'un savoir en face. Et bien là, c'est un engagement qui consiste à considérer que les usagers dont vont s'occuper les travailleurs sociaux sont porteurs d'un savoir. Lorsque vous travaillez dans une maison d'enfants à caractère social, où les enfants sont placés là par un juge, et bien concrètement, les parents de ces enfants placés, qu'est-ce qu'ils en pensent? Personne ne le sait jamais. Et donc, participer à faire entendre la voix de ces inaudibles, c'est aussi une manière de travailler, de former les étudiants. C'est considérer un rapport d'égalité entre les usagers et les formateurs. Et donc voilà, c'est un des axes du travail qui m'anime, qui correspond effectivement à qui fait sens pour moi. Voilà. Pour finir sur la présentation de ce métier, je dirais que donc il y a ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire la dimension de la formation. Il y a une autre dimension qui est la formation de ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que je travaille sur la formation des éducateurs spécialisés, elle se fait en 3 ans. Donc à moi de construire le programme de formation sur les 3 ans sur mon domaine de responsabilité. Et c'est à moi aussi de faire le recrutement, notamment des personnes qui vont intervenir dans le cadre de cette formation en 3 ans. Discuter, construire un programme pédagogique adapté et voilà.
et nouer les partenariats. Voilà. Si vous avez des questions. Vous dites que vous parlez de l'école régionale du travail, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs sociaux, des éducateurs, mais qu'on a une notion différente de l'école classique. C'est-à-dire la notion que vous dites avant, que vous donnez. Je n'ai pas réussi à comprendre, hein, effectivement, c'est quoi exactement, la méthode que vous utilisez pour changer l'oreille ou pour faire que vous avez dit qu'il faut changer, qu'il faut qu'il soit mieux, qu'il faut qu'il soit différent, que tout c'est intéressant, très intéressante définition. Mais qu'est-ce que vous faites pour que effectivement, voilà, et ils voient les choses différentes. J'ai écouté un seul exemple intéressant qui sont pareils comme les familles dans un centre d'accueil, voilà, et qu'il faut qu'ils voient leur attente. Mais tout à fait normal qu'ils voient, c'est quand même un minimum. Il faut qu'ils écoutent leur voix, mais c'est quand même un minimum aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Comment est constituée la formation? C'est ça, en fait, le fond de... On n'arrive pas par hasard effectivement dans une école de travail social. Après, il y a des ressorts individuels. Je vous ai expliqué moi mes motivations. Oui. Après, du coup, c'est quelque chose qui est travaillé avec les éducateurs dans le cadre de leur formation. C'était peut-être ça le sens de votre question, mais effectivement, quand un éducateur spécialisé se présente, donc ça peut être différent, il y a différentes voies d'accès, c'est-à-dire que ça peut être des professionnels qui sont en exercice et qui vont avoir une formation financée par leur employeur. Donc ces personnes-là vont arriver pour plein de raisons, mais peut-être aussi pour avoir un diplôme qui va reconnaître la fonction qu'ils exercent depuis 10 ans. C'est une des raisons de leur venue en formation. D'autres, effectivement, ça va être des jeunes de 18 ans qui sont motivés peut-être par des motivations humanitaires, un engagement, et qui vont vouloir voir peut-être une dimension humanitaire dans le travail social. Et à nous, après, de travailler autour de cette représentation-là. Il y a des petits groupes comme ça de réflexion autour des expériences de chacun dans le cadre de la formation, où on va réfléchir au positionnement de chacun, pourquoi ils sont là, comment ils vivent la formation, comment ils vivent des situations difficiles rencontrées dans le cadre du boulot. Et on est là en appui à la réflexion. Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Vincent Favrelière et je travaille pour une structure qui s'appelle Uniformation. Je ne vais pas présenter tout de suite la structure, je vais plutôt revenir sur mon parcours comme l'ont fait les autres intervenants pour que vous compreniez un petit peu le cheminement de comment on arrive là où je suis aujourd'hui. Moi c'était sur le cursus universitaire, j'ai fait un cursus universitaire à Poitiers en droit et en éco et clairement moi ce qui m'intéressait c'était le contenu. Les débouchés, c'était mais loin, j'en avais strictement aucune idée, pas de projection du tout. Donc je me retrouve en master 1 en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Là on arrive sur la fin des études, doctorat, thèse, etc. C'était pas forcément ce qui m'intéressait, donc vers quoi aller? Et j'avais deux options quand même qui se dessinaient, c'était un master pro dans le domaine du droit et de l'aide sociale, et un master qui venait de se monter en droit de l'économie sociale. Il se trouve qu'en regardant un petit peu quand même les deux débouchés des deux cursus, et puis en rencontrant un des formateurs du master en droit de l'économie sociale, je me suis dit il y a peut-être des choses là sur lesquelles je me retrouve justement en termes de valeur, qu'il faut que je creuse. Et je me suis positionné là, mais sans savoir vraiment où je mettais les pieds en fait. Quel débouché derrière en termes d'emploi? Point d'interrogation. En termes de réseau par rapport à ce champ-là, pas nul, mais quasiment nul.
j'arrive dans ce master 2 et l'intérêt dans le choix de la formation, c'est que je me suis retrouvé avec des professionnels. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation mixte, à la fois des gens qui étaient dans une situation de formation initiale, voilà, qui avaient eu un cursus universitaire classique, et des personnes qui avaient eu une expérience pro de plusieurs années, certains 5, 10, 15, 20 ans dans le champ de l'économie sociale. Donc là, tout de suite, ça donne une réalité aussi aux choses. Ça vous permet d'échanger sur leur parcours, ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, dans quel type de structure ils travaillent, quelles sont les compétences qui sont attendues, et puis c'est surtout la capacité à communiquer sur les valeurs aussi qu'ils portent. C'est la question que vous posiez, monsieur, plusieurs fois. À un moment, voilà, ça s'entend, ça se transmet, ça se partage, et à un moment, on s'en saisit ou pas. Voilà. Mais c'est pas écrit. Durant ce cursus, sur ce M2, l'intérêt, c'est qu'on rencontrait aussi, il y avait à la fois des professionnels qui suivaient les cours finalement avec nous, des étudiants en formation continue. Il y avait aussi beaucoup de formateurs qui étaient des professionnels. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la moitié du cursus, on avait des professionnels qui travaillaient dans des mutuelles, dans des coopératives, dans des structures de l'accompagnement, du financement. Et ces personnes-là, globalement, c'était pas très compliqué de pouvoir les mobiliser. C'est-à-dire que là, tout de suite, on pouvait commencer à faire réseau. Ah, tu travailles dans telle structure, comment ça s'organise, comment ça fonctionne. Et si je postule chez vous, si je demande à faire un stage, est-ce que c'est possible, pas possible? Là, tout de suite, le réseau s'élargit assez vite et ça ouvre des champs qu'on n'avait pas forcément imaginés. Durant ce cursus, dans un premier temps, il y a eu un gros focus sur le champ de l'économie sociale dite classique, on va dire les mutuelles, les coopératives. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi, c'était un secteur qui m'intéressait. Je voyais à la fois, c'était des grosses structures, il y avait une sécurité de l'emploi, il y avait des rémunérations convenables. Donc à un moment, il y a la question de la sécurité qu'on se pose. Et puis j'ai découvert aussi après le champ de l'économie plus solidaire, avec des projets un peu plus alternatifs, sur lequel je me suis dit, tiens, là il y a peut-être moins de sécurité, mais je vais peut-être m'y retrouver un peu plus en termes de job et de valeur. Dans ce M2, comme dans tous les cursus pro, dans tous les M2, il y a la possibilité de faire un stage qui est indispensable. Enfin, clairement, j'encourage à ce qu'au sein de l'université, on puisse faire des stages, même plus tôt, dès la licence, pour pouvoir mettre les pieds dans l'univers pro. Et là, j'ai fait une immersion dans un réseau qui s'appelle Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. C'est un collectif d'associations. Ça, c'est présent. Je ne vous ai pas donné la localisation géographique. Ça se situe du côté de Melle, dans les Deux-Sèvres. Et mon cursus universitaire, c'était à Poitiers. Donc, je n'étais pas très loin au niveau du stage. Et là, il y avait tout un collectif d'acteurs qui travaillent sur l'agriculture durable, l'agriculture biologique, la création d'activités alternatives, comment on entreprend en collectif, donc tout ce qui touche aux coopératives d'activité d'emploi. Et il y avait ce microcosme d'acteurs qui travaillaient en réseau. Et l'idée de l'immersion, de ce stage-là, c'était comment on arrive à faire mieux travailler ces acteurs-là ensemble et comment on arrive à créer un parcours pour des porteurs de projets. Comment on arrête de balbutier d'une structure à une autre et comment on arrive à avoir un parcours cohérent construit entre ces différents intervenants qui peuvent avoir des champs qui se croisent. Donc là, ça permet clairement d'être au cœur de ces structures-là, de comprendre comment elles fonctionnent et de voir aussi la place des administrateurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert lors de cette période-là. C'est-à-dire que même en étant en période de stage, c'est-à-dire qu'il y a une place qui vous est donnée aussi sur les échanges dans les temps avec les bénévoles et sur la construction du projet. Donc, comment on avance ensemble alors que voilà, mon parcours dans ces structures-là n'était pas inscrit forcément dans la durée. Suite à cette immersion-là, moi j'ai découvert tous les acteurs, enfin une grosse partie des acteurs du champ de l'éducation populaire, on va le dire comme ça, et les acteurs de la finance solidaire aussi, parce qu'on travaillait beaucoup avec eux. J'ai entendu parler de l'ADI tout à l'heure, France Active, voilà, c'est des acteurs avec qui on mettait en relation aussi nos porteurs de projets et avec qui on était en lien. Suite à ce passage-là, c'est des réseaux qui sont constitués souvent en fédération. C'est-à-dire que vous avez une petite association locale, voilà, si vous êtes en lien avec des associations, regardez, pour la plupart du temps, on va trouver un échelon départemental, un échelon régional et un échelon national. Il se trouve que les associations avec qui j'étais en stage, elles étaient constituées en réseau et à un moment on a eu la possibilité
de présenter le projet qu'on avait constitué en disant bah voilà ce qu'on a construit en termes de parcours pour les créateurs d'activités, voilà ce qu'on a mis en œuvre. Et on l'a présenté à un temps national. Et il se trouve que là, je me suis retrouvé avec toutes les fédérations nationales du champ de l'éducation populaire. Et dans l'idée de réseau, il y a une responsable qui me dit nous, on va chercher quelqu'un dans peu de temps sur Paris. Moi, ma conjointe avait trouvé un job sur Paris, un stage sur le développement rural, aller travailler à Paris. Vous dites, ça va être compliqué, ça va être coton. Et là, il se trouve qu'il y a une personne qui nous dit, voilà, on va créer un poste, il faut voir, on a peut-être quelque chose à voir. Bon, il y a eu un entretien classique, etc. Mais là, j'ai été positionné sur un poste qui était sur une mission nationale, alors là, qui était un peu plus loin des porteurs de projets. Sur le stage initial du côté de Mel, on était vraiment aux côtés des porteurs de projets des structures. Là, sur le niveau, sur la tête de réseau national, il y avait une dimension partenariale très forte, mais aussi recherche de financement. C'est-à-dire qu'on était sur des structures où la question du projet porté par les structures, il faut le faire financer. Donc là, c'était aller chercher des fonds auprès du Fonds social européen, auprès de l'État, auprès des différents ministères. C'était une grosse partie de l'activité sur laquelle j'étais missionné. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai exercé ces missions-là avec beaucoup d'autonomie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti dans différents parcours. C'est-à-dire que très vite, on vous donne carte blanche sur pas mal de sujets et à vous de les saisir. Donc moi, la création d'activités sur le côté financement m'intéressait. On a pu tester des choses sur, par exemple, comment sur les territoires on peut mettre en place des lieux tests pour tester son activité sans être dans le cadre classique de la création d'activités. Donc on a développé ce qu'on appelle des lieux tests agricoles, chose qui n'existait pas. Donc là, on doit inventer, on doit créer, on doit bousculer des choses qui ne sont pas forcément établies. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller sur des champs qui vous intéressent dans des petites structures. Là, on est dans des échelles, je ne vous ai pas donné les tailles des structures, mais on est sur des échelles de structures de moins de 10 salariés à chaque fois. Donc on est sur des petites entités. Et après, cumulé en termes de réseau, on était sur des structures qui allaient entre 50 et 250 ETP. Donc on est sur des petits réseaux. On n'est pas sur des gros mastodontes. Au sein de la vie de ces associations, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais il y a des choses parfois qui sont plus compliquées. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu une grosse baisse de financement d'un ministère qui était le ministère de l'Agriculture. On a une subvention de 150 à 200 000 euros qui saute quasiment du jour au lendemain. On l'avait un peu vu venir, mais elle saute. Et à partir de là, se pose la question de la réorganisation de la structure. Et moi, je me pose la question de ma place dans cette structure. Est-ce que je continue ou pas, en sachant qu'il y avait des vraies questions sur la pérennité des postes. Donc plutôt que de subir un licenciement, etc., moi j'ai préféré partir en tout cas de cette structure, toujours en suivant quand même ce qui se passait, parce que c'est une structure qui a un journal, qui a il y a des collaborateurs, des collègues avec des parcours hyper intéressants et très riches. Et là j'ai cherché un peu de sécurité, pour être franc, en me disant j'ai regardé une structure où j'ai un niveau de trésorerie qui me permet de tenir à 6 mois, où on sait que ça passe, que la question des salaires ils pourront être versés. À un moment, nous, dans l'association dans laquelle j'ai travaillé, c'est une question qui pouvait se poser. Est-ce qu'on verse les salaires à la fin du mois? Et dans cette association, on était aussi organisé de formation, structure d'éducation populaire, on était aussi organisé de formation et on travaillait avec ce qu'on appelait les OPCA. À l'époque. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était, les OPCA, je savais que c'était une structure où on pouvait aller chercher des financements, mais pas beaucoup plus que cela. Et parmi ces différents OPCA, je vais vous en dire un peu plus derrière, il y a un OPCA qui s'occupe du champ de l'économie sociale, qui s'appelle Uniformation. J'avais travaillé avec d'autres financeurs, qui notamment Vivea sur le champ agricole. Et donc là, je me dis, mobilité professionnelle, ok, mais aller sur quoi, avec un peu plus de stabilité. Et il se trouve que Uniformation, qui est une structure de l'économie sociale, qui est une association avec un statut un peu particulier, enfin une organisation un peu particulière, assez proche de l'APEC, c'est-à-dire que c'est une organisation paritaire. C'est-à-dire que c'est les organisations syndicales, employeurs et salariés qui pilotent la structure. Donc c'est le champ de l'économie sociale, c'est quand même une vraie galaxie. Et dans les modes d'organisation de ces structures-là, on peut trouver des modes d'organisation très différents aussi. Donc là, gestion paritaire, avec des représentants employeurs et salariés.
Et là, je suis missionné sur un début, je rentre sur un CDD en fait, sur une mission courte qui n'a rien à voir avec ce que j'avais fait. Une mission courte pour développer l'alternance sur le territoire francilien. Et en gros, j'ai ma petite voiture et j'ai l'ensemble des adhérents à aller voir pour travailler avec eux sur leur projet de recrutement et sur tout ce qui touche à l'alternance. Donc là, je suis amené à rencontrer des petites associations essentiellement, des bénévoles qui n'ont pas forcément de grosses compétences dans le domaine RH, qui ne comprennent pas forcément comment fonctionne l'univers de la formation pro. Ça peut être complexe. Et là, l'idée, c'est j'ai un candidat, j'ai un jeune que je veux recruter, comment ça fonctionne, comment je peux me débrouiller pour que la formation, l'organisation entre la formation et le poste que je lui propose se passe au mieux, et aussi, bien évidemment, que ce soit financé dans les meilleures conditions. Donc ça a été le travail pendant une mission pendant 6 mois, où là, ça m'a permis vraiment de rencontrer plein de structures complètement différentes, puisque Uniformation, on va couvrir, pour vous donner un ordre d'idée, 50 000 structures du champ de l'économie sociale, mais ça va un peu plus loin que ça, de la protection sociale aussi. Donc là, on va trouver par exemple le régime de la sécurité sociale et de l'habitat social, les bailleurs sociaux notamment. Donc le champ est un peu élargi quand même. Ça représente 50 000 structures, donc ça ne couvre pas non plus toute l'économie sociale. Ça couvre qu'une partie de l'économie sociale. Quand tout à l'heure, on vous a donné les chiffres sur le nombre de structures au niveau national, c'est largement supérieur à ce que Uniformation peut couvrir. Donc voilà, ça permet de rencontrer plein de structures différentes, des organisations très différentes et de mettre le pied sur les questions RH, formation et recrutement. Suite à ça, je me suis positionné sur un poste de conseiller formation, c'est-à-dire que c'est un poste où vous accompagnez les RH ou les responsables de structure ou les dirigeants bénévoles sur leur politique de formation, comment on va chercher des financements notamment sur les questions de formation et comment on construit des parcours de formation pour les collaborateurs. Il y a tout un aspect aussi juridique important, le conseil juridique auprès de ces structures-là sur comment être dans les clous par rapport à ce que dit la loi, par rapport au projet que vous voulez monter. Sur cela, moi je suis arrivé en fait avec un cursus qui ne correspondait pas forcément au profil de poste, c'est-à-dire que la plupart de mes collègues, c'est des personnes qui ont des profils qui ont des cursus de M2 en ressources humaines. 80-90%, c'est le profil. On va trouver quelques cursus en éco, mais aujourd'hui, voilà, si on regarde chez Uniformation ou chez les structures proches, si on regarde les offres d'emploi, on va être sur des profils RH, essentiellement pour les conseillers en formation. Après, il y a des fonctions support classiques qu'on retrouve dans n'importe quelle structure au sein de cette entreprise. Ça représente 300 salariés aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, en termes d'effectifs. 300 salariés, 50 000 structures. Donc vous mettez le ratio, il y a du monde à aller voir. Donc ça, j'ai bossé sur cette mission-là pendant 6 ans et demi sur Paris. Voilà, vous pouvez rencontrer une fédération sportive dans le domaine du judo, 1 heure après ou 2 heures après, rencontrer une mutuelle, et le lendemain, rencontrer une crèche parentale. Avec uniquement des dirigeants bénévoles. Donc là, vous rencontrez des univers très très différents avec des problématiques qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un schéma type. Voilà, quand on demande de définir l'économie sociale, on peut définir par les statuts, par des éléments sur les valeurs éventuellement, mais c'est difficile d'aller plus loin. C'est une véritable galaxie. Ces missions-là sur Paris pendant 6 ans et demi, envie de changer de territoire. Et il y a eu une possibilité là, de migration sur la région centre, de revenir de me rapprocher du Poitou-Charentes. Et là aujourd'hui, je suis toujours dans cette structure-là, sur une mission différente, puisque on est paritaire, on accompagne à la fois les employeurs, mais on accompagne aussi les salariés. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés, des 50 000 structures que l'on couvre, donc 1 million de salariés, ils ont la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Comme l'a évoqué l'APEC tout à l'heure, c'est de l'accompagnement de carrière des salariés du champ de l'ESS. Donc ça peut aller aussi bien du salarié qui se pose la question de voilà, je suis pas bien sur mon poste, j'ai envie de prendre du recul sur ce qui se passe, de comprendre un peu mieux éventuellement quelles pourraient être mes perspectives à moyen ou long terme,
comme la personne qui a un projet constitué et qui a envie de se former, de monter en compétences pour évoluer en interne, comme la personne qui en a ras-le-bol et qui veut changer de métier rapidement ou pas, ou la personne en arrêt maladie depuis plusieurs mois et qui là aussi se dit dans quelques semaines je vais être licencié pour une aptitude, il faut peut-être que j'anticipe. Donc là c'est d'éviter au maximum les ruptures, d'anticiper avec les salariés pour éviter de se retrouver dans un trou et dans la spirale éventuellement du chômage et de la perte de réseau. Alors la construction d'un projet est effectivement un processus, vous l'avez compris à travers les différents témoignages, un processus dans lequel vous allez mettre différents éléments, votre formation, vos stages, votre expérience, qui vous êtes, vos qualités, votre trait de caractère, et c'est la synergie de tout ça qui va progressivement vous amener à un projet d'études, puis un projet professionnel et pourquoi pas mêler le projet professionnel à un projet de vie, ce qui serait l'idéal. Alors au niveau de la formation dans l'économie sociale et solidaire, vous voyez bien qu'il n'est pas obligatoire d'avoir fait une formation spécialisée dans l'économie sociale et solidaire pour y travailler. Donc toute formation pourrait amener, en fonction justement de vos stages, vous pouvez colorer une formation classique en mettant des stages dans l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez également, par des rencontres, on l'a vu, des rencontres de professionnels dans une formation ou lors d'activités extra-scolaires. Donc c'est aussi une question d'opportunité, de rencontre, un projet. Mais cela dit, il existe quand même des formations spécialisées dans l'économie sociale et solidaire qui se développent. Il y en a quand même pas mal en France et nous en avons 2 en région. Donc on fait un petit zoom sur la région. Alors rapidement, on va vous montrer les grandes caractéristiques de la formation en termes de contenu et vous montrer simplement qu'il y a plusieurs choses qui existent en France et on répondra plutôt à vos questions si vous en avez ensuite. Donc je vais commencer. Je vais commencer par, donc on a 2 types de diplômes qui existent en région Centre. Donc on a une licence professionnelle et on a un master. Donc moi je vais me consacrer plutôt à la licence professionnelle qui s'appelle Moïse, c'est un très beau mot, qui veut dire Management des organisations, innovation solidaire et entrepreneuriat. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat, que les jeunes, justement, de plus en plus faisaient appel à cet entrepreneuriat, de plus en plus, en effet, créer leurs propres entreprises. Et donc, justement, dans cette licence professionnelle, vous avez 2 parcours. Un parcours particulier entrepreneuriat, justement, et un parcours tiers secteur économie solidaire. Donc, je vous rappelle que pour rentrer dans une licence professionnelle, il y a une sélection qui est opérée, parce qu'on va prendre un certain nombre de jeunes. Et dans cette sélection, on va partir d'un bac+2. Donc, vous qui êtes en licence 2e année, vous pouvez tout à fait prétendre à rentrer dans une licence professionnelle. Et dans ces licences professionnelles, on va avoir, dans certaines licences, la possibilité de le faire à temps plein. Et on reste dans une licence où le stage est très important, il est long en général, à partir de 4 mois, mais on a aussi la possibilité de le faire en alternance avec un contrat de travail. Et dans les types de contrats de travail, en général, selon les licences, vous avez des contrats en alternance de type classique apprentissage, et puis vous pouvez avoir des contrats de type professionnalisation, ça dépend, il faut voir en fonction justement de la licence. Donc dans cette licence, vous avez en effet 8 semaines qui est consacrée au projet et on essaye de travailler en effet sur des structures d'activité de type solidaire. Donc en termes de, je dirais, métiers possibles, on va travailler autour des managers des structures de l'ESS, on peut être chargé de mission pour développer une dynamique solidaire, on peut être animateur aussi socio-culturel dans le domaine de l'ESS, coordonnateur responsable de secteur, donc on a de multiples possibilités sortant de cette licence professionnelle. Elle est aussi accessible. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait dans les masters la possibilité d'avoir la formation continue. Donc, en effet, on peut être pour des salariés qui ont envie soit de peaufiner un petit peu leur CV ou qui ont envie aussi de changer de métier et de se consacrer à cette licence professionnelle dans le cadre de la formation continue pour adultes. Alors, on poursuit avec l'autre formation de l'économie sociale et solidaire en région,
qui est le master géographie, aménagement, environnement et développement, dans lequel il y a un parcours développement durable et solidaire. Donc c'est un master, donc le master après la licence, qui recrute majoritairement des licences de géographie, mais qui est tout à fait ouvert à des licences d'autres domaines qui auraient un parcours donc extra-scolaire qui pourrait être en lien justement avec l'économie sociale et solidaire. Donc ils sont assez ouverts sur les recrutements. Donc n'hésitez pas, si ce master-là vous intéresse en termes de contenu, de rencontrer le responsable de master et d'expliquer votre projet si vous considérez qu'il correspond à tout ce que vous avez fait en plus de votre formation. Alors, dans ce master, donc, on a une partie donc, développement, donc les théories de développement de territoire au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la France, les déséquilibres déjà au niveau de la France et l'analyse de ces territoires. Une partie développement solidaire, c'est-à-dire plutôt l'Afrique et les pays du Sud et les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud et les inégalités entre les pays du Sud. Et enfin, les pays émergents, c'est-à-dire ce qui est étudié, c'est la Russie, le Brésil et la Chine. En plus des théories de développement et d'analyse de développement du territoire, vous avez aussi une partie assez importante concernant les outils vous permettant d'analyser ces territoires, donc des outils géographiques à travers la cartographie, les systèmes d'information géographique et puis l'informatique, un peu d'informatique. Et enfin, vous avez tout ce qui concerne les outils vous permettant de préparer un mémoire, donc des projets, des mémoires tutorés, de l'anglais aussi, qui est important évidemment par rapport à la dimension internationale que vous pouvez donner à votre master. Donc toutes ces compétences, donc toutes ces connaissances que vous accumulez sur 2 ans, alors en sachant que le M1 il reste quand même assez, vous avez toute cette théorie là, et puis le M2 vous avez énormément de stages qui sont proposés, donc vous êtes pratiquement sur la moitié de l'année en stage. Donc à la suite de ce master, vous êtes formé soit à la recherche, c'est-à-dire si votre master 2, c'est-à-dire la 2e année du master, vous pouvez l'orienter plutôt sur un thème qui va vous préparer plutôt à une thèse et pour faire de la recherche, ou alors vous allez travailler, faire vos stages dans des entreprises, des associations, etc. Et dans ce cas-là, votre master prendra plutôt une coloration professionnelle qui vous permettra plutôt d'être cadre dans les structures comme ça a été présenté dans les différents témoignages. Donc vous êtes capable d'apporter une expertise en tant que scientifique au niveau géographique pour analyser un territoire et apporter des éléments qui permettront de prendre des décisions sur le plan politique, par exemple, pour certaines villes, ou pour apporter des connaissances scientifiques et aider à la prise de décision de certaines associations. Donc la sélection, donc vous savez que depuis cette année, la sélection en master se fait donc post-L3. Donc il y a une sélection entre la L3 et le M1. Et ensuite une continuité entre le M1 et le M2. Donc on choisit déjà son parcours, on va dire, dès le M1. En sachant que dans ce master géographie, il y a un tronc commun quand même entre la partie plus liée à l'étude, les études hydriques, et puis ce master-là, développement social. Donc la sélection repose sur votre cursus de licence, donc en termes de contenu, en termes de résultats, mais aussi les stages que vous avez pu faire, l'expérience. Il faut effectivement bien réfléchir à tout ce que vous faites et mettre en avant toutes vos qualités et les compétences que vous avez sûrement développées, peut-être sans vous en rendre compte, parallèlement à vos études et dans le cadre de vos études également. Donc examen de dossier, entretien, il peut y avoir un entretien. Donc voilà, donc après on vous a mis différents secteurs dans lesquels vous pouvez travailler, donc c'est quand même assez large. Et je vous ai mis les coordonnées du responsable de formation que vous pouvez contacter si ça vous intéresse. Et bien sûr de rencontrer aussi les étudiants lors des journées portes ouvertes de l'université le 17 février. Alors, donc ensuite on vous a mis plusieurs, alors c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui peut exister en France. On vous a parlé du système de licence professionnelle à Bac+3, les masters. Il existe aussi des DUT, donc déjà Bac+2, mais bon voilà, les DUST. Et puis les DU, on voulait mettre un petit accent sur les DU, qui sont des diplômes universitaires qui peuvent être faits dans le cadre de la formation continue, notamment pour des salariés qui aimeraient compléter leur bagage professionnel, leur expérience et leur première formation pour donner un peu une
une qualification dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a quelques DU en France qui forment dans ce domaine, voire des organismes de formation adultes comme le CNAM qui peuvent former aussi à des certifications. Donc on peut juste donner une coloration et avoir quelques compétences supplémentaires grâce à une formation. Donc voilà. Et puis on vous a mis un lien donc avec des sites où vous pouvez vraiment retrouver tous les contenus de toutes les formations que nous venons de citer. Voilà.